voudrais qu'on reçoive Sonia Mabrouk, pour son livre qui nous a beaucoup intéressés. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau Thé au Café. Est-ce que vous connaissez, vous connaissez Oui. Felagh, Oui. L'univers de Felagh, Hein il m'a bercé, il berce beaucoup de générations en Tunisie. C'est notre Felagh aussi, hein. Il n'est pas seulement algérien ou français, il est aussi tunisien. On l'emprunte souvent. Oui. Alors, vous êtes journaliste, vous avez 2 émissions quotidiennes sur Public Sénat et puis aussi à la radio sur Europe 1. Mais c'est en tant qu'auteur, écrivaine qu'on vous reçoit. C'est votre premier ouvrage. Ça s'appelle Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille. Pourquoi? Parce que c'est un dialogue, c'est une conversation avec votre grand-mère qui vit de l'autre côté là, de la Méditerranée, à la Goulette. Là, je vois très bien, c'est ravissant la Goulette. En Tunisie, tout le monde plus ou moins connaît parce qu'on est tous allés en Tunisie. Et c'est vrai que vous avez eu une conversation, alors à la fois téléphonique et puis des échanges. Et vous avez réussi, à travers ce dialogue, à nous parler l'une et l'autre, donc 2 générations, de choses qui nous touchent énormément, qui nous touchent évidemment au Maghreb, mais qui nous touchent aussi en France, parce qu'en fait, il y a des thèmes qui sont similaires et des thèmes communs. Vous êtes né en Tunisie, depuis 15 ans en fait, vous vivez en France. Qu'est-ce qui vous a donné comme ça l'envie? C'est plutôt votre grand-mère en fait, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu le livre, qui a déclenché cette envie d'écrire. Exactement, c'est elle le déclencheur, c'est un appel où elle me dit « Il faut que je te parle, Sonia ». Et c'est un ton accusatoire que je ne lui reconnais absolument pas. Ma grand-mère, un petit peu comme toutes les grand-mères, je l'espère, c'est une mamie gâteau, qui a un ton qui est très doux, qui est très apaisé et apaisant. Et cette phrase, elle m'a marquée. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe, mamie ?» Elle m'a dit « Ça ne va plus. Moi, je veux comprendre ce qui se passe en France. Je veux qu'on fasse le lien avec la Tunisie et je veux qu'on en parle de toi à moi, d'une grand-mère à sa petite fille, mais de manière très directe, très franche. Et ce qu'elle a, c'est qu'elle est débarrassée de toutes nos prudences. Elle est débarrassée de toutes nos circonvolutions, donc elle va dire ce qu'elle pense, sans filtre, et j'ai voulu le traduire dans ce livre. Alors, il est vrai, Sonia, que quand on lit ce livre avec beaucoup d'intérêt, moi, il m'a semblé que votre grand-mère allait même plus loin que vous. Oui. Ben, c'est ce que je vous dis, elle est débarrassée de ce vous êtes plus modérée, plus réservée. Oui. Alors, je suis plus modérée aussi parce que j'essaye parfois de la raisonner. Et c'est ça ce qui est incroyable, c'est que la plus raisonnable, finalement, ce n'est pas la grand-mère. Ce n'est pas elle la plus sage, c'est moi. Et elle me pousse justement dans mes retranchements sur de nombreux sujets. Et je voulais montrer en fait ce passage de témoin. Et Felagh, vous en parliez très bien tout à l'heure, c'est la transmission. C'est ce qu'il y a de plus important parce qu'elle a ce regard sur le temps comme une sorte de pelote de laine qu'on déroule. Et elle voit tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe en France. Et elle le voit avec un regard très acéré. Alors, des thématiques qui sont très très lourdes. Le 8 mars, il est sorti ce livre, c'est un hasard ou pas? C'est un hasard, c'est le choix de l'éditeur. Moi, je ne l'ai pas calculé, mais je trouve que c'est formidable parce que quel plus beau symbole symbolique en tout cas pour les femmes. Vous dites que le problème des sociétés arabes, c'est justement l'incapacité à moderniser en fait la relation homme-femme. Ça fait là que vous l'avez toujours dit, vous le dites dans les spectacles. Malheureusement, quand on voit ce qui se passe, on a l'impression que ça régresse. Mais il y a toujours des îlots malheureusement de résistance. On décrit des cafés en Tunisie ou aussi en Algérie où nous les femmes, nous n'avons pas le droit d'aller, nous ne pensons même pas. Certains aussi en France, c'est ce que je dis aussi à Sevran. On ne pense même pas y aller et ça révolte ma grand-mère. Et ce qui est plus incroyable, c'est que moi je me suis presque faite à l'idée que je n'ai pas accès à ces cafés. Elle me dit mais Sonia, ce n'est pas possible. Ta génération évidemment doit se battre pour ça. Donc elle est une sorte d'éveilleuse de conscience. Est-ce que vous pensez Felagh que c'est la faute de la religion ou c'est un héritage patriarcal, culturel? Je pense que c'est un héritage patriarcal et culturel. La religion en a profité. Quand elle est arrivée, elle a profité de ce qu'elle a trouvé, du terrain qu'il y avait, pour le rendre encore plus dense. Sonia, vous dites en France que il y a quelque chose qui vous a révolté, c'est le hijab day. Oui, cette journée du voile à Sciences Po, moi j'essaie d'expliquer parce que souvent en France comme ailleurs... On explique, hein? Oui. C'était une journée... On va le dire comme tel, de promotion en fait du voile. Alors c'était peut-être parti, selon les organisateurs, soi-disant d'un bon sentiment pour pas que
ces femmes soient stigmatisées, seulement on arrive au résultat qu'il faut faire la promotion du voile. Et moi, ce que j'essaye de dire, parce que souvent on me dit, mais tu es contre. Si je ne suis pas contre, j'essaie d'expliquer que chaque femme a sa liberté, hein, tant qu'on respecte les lois de la République, mais on ne peut pas en faire la promotion. Si on en fait la promotion dans d'autres pays où on se bat pour ne pas le porter, où il n'y a pas autant de liberté qu'en France, c'est terrible comme retournement de situation. Donc on ne peut pas faire la promotion de ces choses-là. On peut donner la liberté, mais pas faire une sorte de prosélytisme aussi revendicatif en France. Et sur le sujet, votre grand-mère est d'accord avec vous? Oui, elle est d'accord avec moi. Alors, elle aussi ne porte pas le voile. Mon arrière-grand-mère, qui était pourtant mariée à ce qu'on appelle un juge, un qadi, un juge religieux, ne l'a pas porté par choix. Ma grand-mère ne l'a pas porté quand elle a vu ce geste de Bourguiba, qui avait, je sais pas, vous voyez la photo, enlevé le voile à une femme. Et ce n'était pas un geste violent. Au contraire, c'était pour donner le choix aux femmes, tout simplement. Il a même bu un verre d'eau pendant le ramadan à midi, Tout à fait. à la télévision, en disant voilà. Devant une assistance qui était restée médusée, mais parce qu'il avait ce charisme et même une forme d'autoritarisme, il faut le reconnaître, évidemment. Moi, je ne dis pas que c'est un démocrate, c'est un leader qui était visionnaire. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et qui a fait beaucoup pour les femmes. Et qui a fait beaucoup pour les femmes. Ça, je crois que c'est difficile de le nier, personne ne peut le nier. Alors, vous êtes très radical sur le burkini. Vous dites non, ça c'est impossible, on ne peut pas accepter. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Le burkini est arrivé juste après quand même une vague de choc qu'on a eue, après ce qui s'est passé également à Nice. À partir du moment où vous avez cela, ça s'est passé quand même à côté d'une plage, vous ne pouvez pas, sur ces mêmes plages-là, venir avec cette provocation. Pour moi, c'est une provocation. Je n'ai absolument rien contre le voile, c'est une liberté. Le burkini affiché ainsi, c'est un étendard, c'est un slogan que moi je récuse, tout simplement. Vous évoquez aussi le Coran. Vous dites, en fait, les textes sacrés devraient savoir évoluer, devraient évoluer avec l'époque. C'est notre lecture aussi, parce que ces textes-là datent du 7e siècle et après tout le monde peut en faire... moi, j'ai lu le Coran parce que souvent, quand on parle de ces choses-là, on vous oppose, mais vous ne l'avez pas lu. Donc ça, c'est fait. À partir de là, ce sont nos interprétations. Vous êtes musulmane? Oui, je le suis. Je suis croyante, je ne suis pas pratiquante, mais je connais bien ma religion. Et parce que je la connais bien, je connais mes limites, c'est-à-dire que je vis ma religion de manière apaisée, chez moi et dans le respect du pays dans lequel je me trouve. Vous citez un événement dans le livre qui s'est passé cet été, l'été dernier, en Tunisie, alors que des djihadistes tentaient de s'emparer en fait, d'une petite ville tunisienne, Kasserine, et les habitants les ont affrontés. Et votre grand-mère, en fait, vous dit, mais pourquoi n'en avez-vous pas parlé? Et elle vous dit, elle vous interroge, vous, journaliste de Public Sénat, pourquoi tu n'en as pas parlé? Elle me rudoie, même elle me rudoie. Effectivement, c'était un village de la ville de Kasserine. Et pour résumer la situation, il y a eu tout simplement une descente de djihadistes d'une montagne à côté du village. Ils ont voulu investir la ville, investir la mosquée et par haut-parleur annoncer que leur nouveau diktat, leur nouvel État islamiste. Et les femmes sont sorties dans la rue. C'était des femmes voilées, non voilées. Ce sont des images qui les attestent. Et elles crient dégage terroriste. Voilà. Et je trouve que c'est ma grand-mère qui le dit, que c'est un formidable message, que les femmes se battent, les musulmanes se battent, les tunisiennes en première ligne. Et effectivement, nous n'en avons pas parlé. Je me suis rattrapée, j'en ai parlé. Mais ce que je voulais dire par là, c'est beaucoup de médias qui disent qu'il faut que les musulmans parlent. Non, n'ont pas parlé et ça... C'est quand même dommage. Vous évoquez aussi, alors sans tabou, parce que ce livre est vraiment sans tabou, et qui ne devrait pas plaire à tout le monde d'ailleurs. Oui, vous dites effectivement, on entend toujours les mêmes. On entend toujours notamment les imams, c'est-à-dire donc des responsables religieux. Mais si on en entendait d'autres, si on entendait des musulmans, des intellectuels, des gens qui réfléchissent, peut-être qu'on les écouterait davantage. Mais c'est la masse. C'est la masse majoritaire et quand on me répond les silencieuses, mais je dis mais vous ne leur tendez pas les micros et vous n'allumez pas vos caméras parce oui, mais c'est nous qui sommes responsables. C'est une autocritique totale et c'est pour ça que ma grand-mère me le dit d'une manière même parfois assez vive. Et c'est une classe moyenne, populaire, peut-être un peu plus aisée parfois, de médecins, de journalistes, etc. qu'on ne va pas interviewer tout simplement parce que moi je crois qu'on pense que leurs propos sont trop apaisés. Et parce qu'ils sont trop apaisés, ils deviennent consensuels. Ça n'attire pas malheureusement notre milieu médiatique qui aime bien Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des discours plus directs. Moi je pense qu'il n'y a pas une habitude de la parole, de la prise de parole. De la prise de parole dans nos sociétés. Et c'est tout nouveau.
Et donc, ça reste encore très timide. Très juste. Et comme il y a une sorte de bloc compact de la pensée nationale au sens religieux, au sens culturel, du coup, chacun a peur de se distinguer parce que l'individu n'est pas reconnu encore en tant que tel. Il n'a pas le droit à la parole individuelle. Donc il a peur, s'il parle, il y a 1 milliard de personnes qui le jugent ou qui le punissent ou qui le... Voilà, donc il y a pas l'habitude, il n'y a pas la passion. On n'a pas la passion des révolutionnaires français qui allaient à la guillotine, parce qu'il n'y a pas cette habitude de la parole. Mais je pense que c'est plutôt... Oui, c'est ça. Alors maintenant, il faut desserrer le carcan. Desserrer, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole, et c'est formidable, et on n'a jamais eu autant depuis 5 ou 6 ans, et c'est un vrai espoir. Et j'espère que ça va continuer comme ça, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent prendre la parole, mais ils ne sont pas visibles. Vous ne craignez pas que votre livre vous provoque quelques ennuis? C'est déjà fait. Les ennuis, les critiques, c'est déjà fait. Et je pense, comme le dit très bien Félag, à un moment, il faut parler, il faut porter sa voix. Moi, avec mon modeste milieu, je le fais, etc. Je pense que d'autres vont le faire. Et il faut le faire maintenant, en ce moment. C'est un moment critique. On nous le reprochera si on ne le fait pas. Donc je le fais à mon modeste. C'est la journaliste qui parle ou c'est la citoyenne? Ben, c'est les deux. C'est compliqué parce que c'est les deux quand on répond à sa grand-mère. Et souvent, elle me dit arrête, mais tu n'es pas sur un plateau de télévision. Alors parle-moi comme ma petite fille. Donc c'est d'abord sa petite fille, sa citoyenne. Évidemment, il y a toujours la journaliste qui est derrière, qui parfois contrôle ses propos. Mais ma grand-mère est là pour faire dynamiter tout ça. Mais je voulais vous demander, est-ce que votre grand-mère, c'est vraiment celle-là? Ah oui. Ou est-ce que vous lui avez prêté parfois vos pensées à vous? Vous savez, si vous venez en Tunisie, elle serait ravie de vous accueillir. Elle s'appelle Delenda, elle vous adore. Je n'ai pas enlevé un mot, et tout simplement parce qu'elle a toujours tenu à parler un français parfait. Elle n'a pas fait d'études. Elle a toujours pris mes manuels scolaires et ceux de ses petits-enfants pour parler. Donc chaque mot qu'elle a prononcé est vraiment ça ne m'étonne pas, dans le livre. De toute façon, j'ai vécu en Tunisie, je connais beaucoup les Tunisiens et les Tunisiennes. Effectivement, je retrouvais toute la verve, les couleurs de ces femmes magnifiques. Le 18 mars, c'est la semaine de la francophonie qui commence. Alors je vais vous demander à chacun le mot de la langue française que vous préférez, vous Félag. Alors, ostensiblement. Pourquoi la musicalité? C'est pour la musicalité. Et vous, Sonia? Ça va paraître, c'est Méditerranée. Parce que c'est à la fois nos racines, notre univers, et puis c'est un mot qui chante, rien que comme on le prononce. Oui, on ne sait jamais comment l'écrire. Hein, oui, on se trompe toujours. Oui. Merci beaucoup, Sonia. Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille. Et c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. C'est vraiment un livre très, très intéressant et je vous engage à le lire.